Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Mes invités aujourd'hui, Monsieur Didier Breton, professeur à l'Université de Strasbourg et chercheur associé à l'INED. Bonjour. Bonjour. Mon deuxième invité, Monsieur Claude Valentin-Marie, conseiller pour l'outre-mer auprès de la direction de l'INED. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous publiez une deuxième enquête intitulée Migration, famille et vieillissement en Guyane, Guadeloupe, Martinique et La Réunion. La dernière datait de 2010, si je ne m'abuse. 2009-2010, exactement, il y a un peu plus de 10 ans. Alors, s'agit-il d'une réédition ? Oui, c'est à peu près l'enquête, c'est à peu près la même, oui. C'est une nouvelle édition avec évidemment quelques modifications, ajustements. Mais c'est la même enquête. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de cette enquête, monsieur Claude Valentin-Marie? D'abord, l'objectif, c'est de doter les départements d'outre-mer d'un instrument de connaissance qui n'avait pas de précédent. C'est la première chose qu'il faut savoir. Et à ce point qu'il n'avait pas de précédent, c'est que maintenant, ils sont très en avance sur l'ensemble des départements métropolitains, puisqu'il n'y en a pas un qui a une enquête équivalente. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de produire un instrument qui tout à la fois permet d'avoir des connaissances inédites sur chacun des territoires, mais qui en même temps, avec ces connaissances, soit utile pour essayer d'orienter les politiques publiques en fonction des réalités de chaque territoire. Donc il y a à la fois une ambition de production de connaissances et une ambition d'opérationnalité au service des populations. Voilà, ça c'est le point important. C'était déjà le cas avec l'enquête de 2010. Ce qui est intéressant, si vous voulez, avec l'enquête de 2010 par rapport aux résultats, on va en discuter tout à l'heure, que nous avons obtenus, c'est que l'enquête de 2020 montre à quel point l'enquête de 2010 était prospective. C'est-à-dire qu'en gros, les résultats que nous avons obtenus à l'époque, en gros, se trouvent confirmés par les résultats que nous avons cette fois-ci. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça veut dire que c'est un instrument qu'il faut mobiliser, pas simplement pour de la connaissance, mais pour de l'action publique. Est-ce que c'était important que l'INED et l'INSEE s'associent pour cette enquête ? Alors important, c'est presque indispensable puisque l'INSEE a un réseau d'enquêteurs professionnels qui connaissent très bien le terrain. Et donc c'est une enquête de la statistique publique qui avait donc des obligations de qualité, tant pour tirer l'échantillon que pour aller collecter l'information. Donc au final, de toute manière, il n'y avait pas de discussion. L'INSEE était notre partenaire évident. Et ça a été un partenaire efficace. Juste un petit point pour compléter ce que vient de dire mon camarade, c'est je voudrais à cette occasion féliciter vraiment les enquêteurs de l'INSEE, parce que sans leurs compétences, sans leur savoir-faire, en particulier dans la période du Covid, on n'aurait jamais obtenu des résultats aussi importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de se présenter devant quelqu'un et lui poser une question. Il faut créer un climat de confiance suffisant, parce que nous avons des questions qui peuvent être très sensibles. Et il faut que celui à qui on pose la question soit en confiance. Et de ce point de vue-là, il y a une qualité des enquêteurs de l'INSEE que nous devons saluer avant de tout commentaire sur la suite. Alors, est-ce qu'il y a eu un prescripteur? Est-ce qu'il y a eu une demande émanant des pouvoirs publics pour réaliser cette enquête? Ouais, je peux répondre en disant que un prescripteur, non, pas forcément. Il y a eu des personnes qui ont participé. Il y avait une volonté forte d'avoir des nouveaux indicateurs. Mais ceux qui ont conçu l'enquête, ce sont bien des chercheurs en accord avec la décision, enfin des chercheurs qui étaient persuadés qu'il fallait produire des indicateurs de politique publique. Mais le questionnaire, c'est un questionnaire qui a été imaginé à l'INED avec quelques autres collègues. Et donc il n'y a pas eu de prescripteur, vraiment, il y a eu des demandes fortes. Donc il n'y a pas eu de donneur d'ordre? Non, mais je vais aller plus loin que mon camarade Didier. Personne ne le demandait. C'est ça l'enjeu. Et que si on n'avait pas proposé d'avoir un instrument, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un instrument, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'informations sur les départements faits par les instituts nationaux. Mais ça veut dire qu'on n'avait pas d'instrument qui permettait de saisir la réalité particulière de ces départements, mais pas simplement de leur particularité en regard de ce qu'on peut avoir sur la métropole, mais de leur particularité les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui est important, de manière à ce qu'on ne se pense pas que ce qui se passe en Guyane, c'est équivalent à ce qui se passe aux Antilles. Donc l'enquête avait cette volonté, cette ambition
et c'est ce qu'elle a produit comme résultat, c'est-à-dire à la fois d'avoir des indicateurs qui étaient les mêmes, et en même temps de rendre compte de la spécificité de chaque territoire. Ce qu'on voit dans les dynamiques, on va en parler tout à l'heure, ce qu'on voit dans les transformations, ce qu'on voit dans les compositions, ce qu'on voit dans les structures familiales, c'est les mêmes questions qu'on a posées, mais on voit avec ces mêmes questions les résultats qui montrent les écarts, les différences, les spécificités de chacun. Est-ce que vous avez des exemples de décisions qui auraient été prises par les pouvoirs publics sur la base de l'enquête de 2009-2010 ? Je vous le dis tout de suite, non. Ce n'est pas faute d'ailleurs. Alors, ce qui est très, c'est pas une critique. Il faut bien comprendre. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a un paradoxe. Parce qu'on ne peut pas faire cette enquête si, d'une certaine manière, les pouvoirs publics n'ont pas les sommes nécessaires pour les faire. Et c'est une enquête qui coûte cher. Parce qu'en plus, elle est spécifique. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on leur présente les résultats, ils sont très attentifs. Mais la troisième chose, c'est que cette attention portée aux résultats ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin sur la mise en œuvre de ces résultats dans les actions du secteur public considéré. Et je dis bien du secteur public considéré, parce que ce qui est du rôle de l'État n'est pas ce qui est du rôle du département, n'est pas ce qui est du rôle de la région. Et donc, c'est tous ces acteurs publics qui doivent s'en saisir, et voire même plus loin, puisque, je laisserai Didier en dire un mot tout à l'heure, puisque les organismes de protection sociale sont autant concernés par ces résultats que le sont que ce sont des organismes comme la NPE, comme le service de l'emploi, etc., etc. Donc là, il y a cette dimension qui est importante, une dimension pratico-pratique qui est importante. Donc les prescripteurs potentiels sont nombreux en fonction de leurs propres préoccupations. Oui, peut-être dire ça, c'est que des décisions pratiques, on pourrait dire malheureusement, on ne voit pas tellement de déclinaison, il faut le dire. Après, on peut quand même signaler que ça met le focus sur des vrais problèmes d'inégalité. Donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et que ce soit la question du vieillissement aux Antilles, que ce soit la question des inégalités fortes qui sont dans tous les territoires, mais par exemple à La Réunion, des problèmes d'éducation, le décideur ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Il a été informé, ça a été publié, et nous, on communique dessus. Voilà. On pourrait même dire les décideurs. Parce que les décideurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chacun des résultats qu'on peut avoir, c'est pas la même institution qui est en mesure de réagir dans le domaine pratique. Je prends un exemple très concret. On peut avoir des éléments qui se rapportent à la question de la famille. Ça peut être tout à la fois des éléments qui peuvent intéresser les services publics de l'État. Ce sont des éléments qui peuvent aussi intéresser les spécialistes de la famille. Et sur la question, quelle est la forme de la famille, son organisation, Didier en parlera encore mieux que moi, et en fonction de cette forme très spécifique, comment mettre en place des éléments qui répondent aux besoins très particuliers de ces familles. Et plus encore, la famille martiniquaise, ce n'est pas la famille guyanaise, ce n'est pas la famille réunionnaise. S'il n'y a pas de déclinaison, est-ce que cela voudrait dire pour autant, quelque part, que vous avez échoué, puisque c'était quand même un peu l'objectif de départ, non ? Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un échec. D'abord, la déclinaison, c'est jamais action-réaction. Il faut du temps. Il faut du temps pour que les idées passent, il faut du temps pour que des messages passent. Peut-être que ça aura peut-être qu'il y a eu même des effets qu'on ne connaît pas dans la tête d'un décideur ou qui a été convaincu de ça. Donc je ne pense pas vraiment qu'on puisse dire que ce soit un échec. Et cette enquête, elle reste une enquête menée pour apporter de la connaissance fondamentale sur un territoire ou des territoires. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout un échec. La question, c'est de trouver l'articulation entre les résultats scientifiques, les résultats, quand je dis scientifiques, c'est-à-dire qui ne sont pas contestables. L'échantillon est représentatif, c'est solide, on n'est pas dans une enquête d'opinion, c'est quelque chose pas vrai, c'est quelque chose de vérifié et vérifiable. Donc ça, c'est quand même une information, et c'est pas un échec d'avoir cette information. Maintenant, après, la déclinaison, c'est un autre métier. Il faut avoir l'oreille pour ça, et ça peut mettre plus de temps que prévu. Plus d'une décennie. Oui, c'est loin d'être un échec, au contraire. En gros, prenons pas le cas de la Guyane, mais on pourrait le prendre aussi. Il y a un débat extrêmement fort aujourd'hui, plus aux Antilles, plus en Martinique qu'en Guadeloupe, sur le dépeuplement, sur le vieillissement de la population, sur les jeunes qui ne reviennent pas, etc. Tout cela était contenu dans le résultat de l'enquête de 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, presque à la limite, ce qui a été en quelque sorte ignoré, sans qu'il y ait de mauvaise volonté, ce n'est pas mon propos,
il n'y a pas forcément de mauvaise volonté, etc. Ce qui a été ignoré, probablement qu'aujourd'hui on se dira, mais tiens, il faut qu'on y fasse plus attention. Parce que la réalité maintenant bouscule les ambitions et les réalités des politiques publiques. Aujourd'hui, le dépeuplement, il est là. Aujourd'hui, la reconstruction de la société guyanaise est là. Aujourd'hui, sa mutation avec l'immigration est là. Et tout cela, nous l'avons exactement au même titre que les résultats qu'on a eu aujourd'hui, on les avait déjà montrés il y a 10 ans. Okay, et y compris la grande tolérance de la société guyanaise dans sa propre mutation, ce qui n'est pas rien. Peut-être aussi dire que c'est l'occasion pour nous de défaire des idées reçues dans l'opinion publique. La question des inégalités, enfin par exemple la fécondité qui est plus élevée chez les personnes nées à l'étranger, par exemple en Guyane, c'est vrai. Mais nous, on doit dire, compte tenu de notre enquête, que c'est vrai, mais c'est avant tout un problème de niveau d'études et d'éducation. Autrement dit, celles qui ont un niveau d'études assez élevé et qui sont nées à l'étranger, elles n'ont pas une fécondité très différente de celles qui sont nées en Guyane. Donc ça, c'est une idée reçue. C'est notre devoir de rendre un peu complexe des informations, ou enfin pas complexe, de donner du sens à certaines informations ou donner des pistes. Et ça, c'est vraiment important et essentiel. De faire ressortir la complexité des informations, mais ce que Didier vient de dire, presque à la limite, la question, c'est pas les femmes qui ont des enfants, c'est l'éducation qu'elles n'ont pas. Ouais, c'est ça. Et ce que je veux dire, sur la question de la natalité, c'est la question de l'éducation. Sur la question de l'éducation, c'est la question de l'éducation des enfants, c'est la question aussi de la capacité des mères, on revoit tout à l'heure, qui seraient éventuellement monoparentales, d'avoir les moyens d'accompagner leurs enfants. Et cela, vous voyez qu'on a deux champs politiques. Le champ de l'éducation d'un côté, le champ de l'insertion sociale dans l'emploi de l'autre côté, et le champ de la protection maternelle de l'autre côté. Donc on a une politique de parentalité, une politique d'éducation et une politique sociale d'égalité sociale. Alors l'échantillon utilisé en dit long sur la légitimité de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Donc c'est un peu plus de 2700 personnes qui ont été enquêtées. Au départ, on voulait en interroger 4000. C'est arrivé en pleine période de Covid, ça n'a pas été compliqué. Mais pour vous donner une idée, 2700 c'est beaucoup pour une enquête. C'est à peu près un adulte sur 60 qui a été interrogé en Guyane. Ce qui vous donne, c'est des taux de sondage inégalés. Quand on fait un taux de sondage, très souvent c'est 1 sur 500, 1 sur 300. Là c'est 1 sur 60 qu'on a interrogé. Voilà. Et par contre, on a mené l'enquête uniquement sur la côte littorale, enfin uniquement, c'est quand même 85% de la population guyanaise, mais sur cette partie-là, pas la population de l'intérieur, parce que pour des raisons méthodologiques, intellectuellement ce serait passionnant, et même d'un point de vue de la politique publique, ce serait indispensable de le mener, mais on ne pouvait pas d'un point de vue méthodologique. Mais par contre, toute ça, la bande côtière ou la bande routière, ça, on a un échantillon qui est représentatif de cette personne. Donc oui, 2700 c'est beaucoup. Et sur quels critères les avez-vous sélectionnés ? Alors c'est de la statistique publique, donc c'est un tirage aléatoire. C'est-à-dire on part d'une base qui a un ensemble de logements, enfin de bâtis, et on tire aléatoirement. Et en statistique, le hasard fait bien les choses. C'est en tout cas quand on reproduit assez de fois un tirage aléatoire, c'est bon. Donc ça pour nous c'est c'est la Rolls-Royce de la statistique et de l'échantillonnage de travailler avec l'INSEE de ce point de vue-là. Un point important sur la manière dont l'enquête a été menée, Didier vous a dit le nombre de personnes qui ont été interrogées. D'accord ? Il vous a dit aussi que notre ambition était beaucoup plus grande, et en particulier en Guyane. C'est qu'on avait surreprésenté la Guyane de manière à avoir la possibilité de faire des analyses plus fines pour chaque type de population guyanaise. Parce que pour le fait, il faut effectivement avoir une base beaucoup plus large que si on a une population relativement homogène comme celle de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion. La Guyane avait, dans notre esprit, un traitement particulier. Mais plus encore, ce qui est important, c'est que lorsque je viens chez vous, imaginons que vous ayez été tiré dans l'échantillon, on va vous être... Peut-être d'ailleurs. On vous aurait interrogé, vous, sur votre parcours, mais on vous aurait interrogé en même temps sur la situation de vos enfants, et on vous aurait interrogé sur la situation de vos parents. Vous voyez qu'autour d'une personne qui a été interrogée, donc d'une personne qui représente un ménage, on a de l'information sur l'amont et sur l'aval. Et donc on a quelque chose qui peut nous donner des éléments sur la trajectoire sociale de ménage. Est-ce que cette enquête a été réalisée concomitamment dans les 4 territoires à la même période, au même moment ? Alors, la collecte, elle a commencé en 2020, le 1er janvier, enfin début janvier 2020. Elle a duré 1 an et demi en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion, et 2 ans en Guyane. Mais c'est une collecte qui s'est faite simultanément dans les 4 territoires. Pour compléter, la collaboration avec l'INSEE de ce point de vue est absolument indispensable, et il faut qu'on ait pris en avance un créneau d'action avec l'INSEE
qui soit le même dans les 4 départements en fonction des autres impératifs que l'INSEE peut avoir. Et troisièmement, le fait de faire les collectes à la même période, au même moment dans les 4 départements, permet aussi d'avoir une synergie importante et paradoxalement fait mieux ressortir les différences. Oui, peut-être l'occasion de rappeler rapidement ce que c'est l'INED. L'Institut national d'études démographiques, c'est un institut qui est spécifiquement consacré à tous les champs de la démographie et de la sociodémographie, c'est-à-dire toutes les questions relatives à l'évolution de la famille, à la natalité, au vieillissement. Toutes ces questions sont les questions qui sont traitées à l'INED. La différence avec l'INSEE, c'est que l'INED n'est pas un organisme qui se contente de faire de la statistique, c'est un organisme qui fait beaucoup plus d'analyse et de traitement en profondeur de chacun des thèmes qu'il étudie. Par exemple, au-delà du fait, comme par exemple on l'a fait nous, avoir une enquête qui nous permet d'avoir une statistique détaillée, complexe sur un échantillon de population, il peut y avoir du côté de l'INED, par exemple, un complément à cela sur des enquêtes qualitatives beaucoup plus importantes qui permettent d'aller plus à fond encore sur les spécificités de chaque groupe de population. Peut-être dire donc ce qu'on appelle un organisme national de la recherche et en profiter pour dire que depuis maintenant 10-12 ans, l'INED a mis un trait d'honneur à investiguer cette question de l'outre-mer. Normalement, c'est un institut national d'études démographiques. Il y a très peu d'études régionales menées par l'INED, notamment sur le territoire national. Et sous l'impulsion notamment de Claude, il y a eu cette volonté de travailler sur l'outre-mer et de mener des recherches. Alors nous, on fait notre enquête. Il y a eu une autre enquête qui s'appelle Virage sur les violences intrafamiliales et sur la question du genre. Il y a eu d'autres enquêtes sur la fin de vie. Et donc ça fait une dizaine d'années où l'INED conduit des enquêtes spécifiques à l'outre-mer. Pour répondre à votre question encore et compléter ce que Didier vient de dire, lorsqu'effectivement j'ai proposé cette enquête-là au directeur à l'époque de l'INED, l'idée, en fait, on a créé un mouvement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour la première fois, on a créé un schéma ou une cible particulière et qui était investiguée par des moyens différents. C'est-à-dire, par exemple, les enquêtes que Didier vient de citer ne sont pas du tout de la même méthodologie que celle qu'on est en train de faire. Donc, selon la thématique, le point est important parce que c'est une thématique qu'on peut avoir au niveau national, mais la déclinaison de cette thématique, indépendamment des spécificités qu'il peut y avoir sur les départements du nord ou du sud ou de l'ouest ou de l'est de la France, on a une réalité qui est celle-là, c'est-à-dire d'avoir posé qu'il fallait, y compris de manière spécifique, traiter des questions relatives aux DROM. Je précise bien en DROM parce que malheureusement, nous avions l'ambition, mais nous n'avons pas pu la réaliser, d'aller aussi regarder pour les collectivités locales. C'est-à-dire que par exemple, cette enquête n'est faite que dans les départements et régions d'outre-mer. Nous avions l'intention de la faire en Calédonie, ce qui n'a pas pu être fait. Mais l'idée, c'est de construire un instrument de connaissance et d'appréhension avec les mêmes rigueurs méthodologiques qu'on peut avoir sur n'importe quelle enquête au niveau national pour saisir la spécificité du territoire. Les résultats de cette enquête seront-ils accessibles au grand public dans le cadre d'une publication ? Vas-y. Oui, elles le sont déjà depuis hier. Sur le site de l'INED, on tape MFV, Migration, Famille et Vieillissement, et dans la rubrique Résultats, vous avez à la fois les résultats de la Guyane, et sous forme d'une brochure qui est quand même très complète, d'une 20aine de pages, et il y a la même chose pour la Martinique, pour la Guadeloupe et pour la Réunion. Alors dans Focus, on va faire un focus, c'est le cas de le dire, sur votre enquête. On y apprend que la majorité des personnes vivantes en Guyane n'y est pas née ou est d'origine étrangère. Vous avancez même des chiffres et des pourcentages. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas très compliqué. Vous êtes né où? Donc voilà. Alors, quand je lui dis vous êtes né où, ça suffit pas. Vous pouvez être né à Maracaibo, en Suriname, mais être né français. Donc l'idée, c'est à la fois d'avoir le lieu de naissance et la nationalité. Donc ça nous permet effectivement de voir comment se composent les populations. C'est pas seulement de combien de X personnes on a d'une telle nationalité dans tel territoire, mais éventuellement comment cette personne qui vient d'un territoire donné peut être en famille avec une autre personne qui n'est pas du même territoire et qui a des enfants qui vont naître sur le territoire d'immigration pour cette personne, qui vont avoir donc des ascendants qui sont étrangers, mais qui ont une naissance dans le territoire considéré. Voilà, je vous donne cet élément tout simple, qui vous montre, dans la situation de la Guyane tout particulièrement, ce qu'on ne trouve pas à l'équivalent en Martinique et en Guadeloupe, que cette complexité de la construction et de la réalité d'une naissance donnée en fonction de la dynamique qui était celle des parents, on a des spécificités guyanaises qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Peut-être. Ça se traduit en chiffres à combien? Nous, on travaille sur les 18-79 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 10 ans, c'est stable. 60% des adultes, 18-79 ans, ne sont pas nés en Guyane. Ça, le recensement nous le dit. Nous, ça nous permet d'avoir une catégorie. Par contre, ce que ne dit pas le recensement, c'est le lieu de naissance de ces gens qui sont nés, par contre, en Guyane. Et si je couple le lieu de naissance des parents et le lieu de naissance des personnes, on arrive à un chiffre que le recensement ne nous donne pas, c'est qu'un adulte sur 4, seulement un adulte sur 4, est quelqu'un qui est né en Guyane, de parents nés en Guyane. Et ça veut dire que 3 adultes sur 4 vivant en Guyane, juste à l'échelle de ses parents, a une origine étrangère. Ça, c'est inégalé sur le territoire national. C'est vraiment une singularité. Et cette proportion, elle a doublé en 10 ans. Ce qui veut bien dire qu'on est dans une phase de peuplement et de renouvellement de cette population. On est passé, oui, on a doublé, cette population a doublé. La population dite, entre guillemets, locale, serait-elle menacée Mais la population locale d'aujourd'hui, c'est la population d'immigrés d'hier. Excusez-moi, et la population d'immigrés d'aujourd'hui sur la population locale de demain. D'accord? C'est une boutade, mais votre question est tout à fait intéressante, parce que vous posez un enjeu qui est celui de la cohésion sociale et de la tolérance entre les populations. Ce qui est très intéressant, on va vous donner un autre indicateur qui est très intéressant sur le climat de confiance très important d'une certaine manière des populations qui vivent sur le territoire. Lorsque les enquêteurs de l'INSEE, à notre demande dans l'enquête, rencontrent un étranger, on lui pose la question de savoir s'il a oui ou non un titre de séjour. Pour que l'étranger considéré dise oui ou non j'ai un titre de séjour, il faut qu'il soit dans un climat de confiance suffisant. D'accord? L'enquête est la première du genre à avoir réussi à déterminer en Guyane, déjà la première fois, et ici, la part des étrangers qui se disent eux-mêmes sans titre de séjour. Et vous voyez bien que cette seule information est absolument capitale, parce que c'est une trajectoire sociale qui est derrière, ce sont des enjeux qui sont derrière, et c'est la construction d'une nouvelle cohésion sociale dans cette dimension-là. Ce n'est pas seulement le fait d'être étranger, c'est le fait d'être étranger en situation légale dans le territoire. On y apprend également un peu plus loin que la fécondité est encore élevée et un nombre important de familles nombreuses, peut-être plus important qu'ailleurs. Bah, ce qu'on sait hein, quand on entend, c'est 3,5 enfants par femme, un peu moins, en Guyane. Mais là, l'enquête, elle nous permet d'aller un peu plus loin. Elle ne nous permet pas d'avoir un nombre moyen d'enfants par femme, elle nous permet, par exemple, d'avoir la proportion de femmes qui ont 4 enfants et plus. Et bien, chez les femmes de 50 ans, c'est 27%. 27%, c'est une femme sur 4, c'est beaucoup pour les natifs de Guyane. C'est 43% pour les natifs de l'étranger, toujours cette question du niveau d'éducation qui change. Mais pour vous donner une idée, c'est moins d'1 sur 10 dans l'Hexagone, donc on n'est pas du tout dans le même univers. Mais l'enquête, elle va un peu plus loin, elle va par exemple poser la question aux personnes, en fonction du nombre d'enfants déjà eus, si elles désirent avoir une autre grossesse. Et on demande aussi si on utilise un moyen de contraception, lequel, etc. Et tout laisse à penser qu'en Guyane, il y a une atmosphère très favorable à un nombre d'enfants, pas du tout illimité, mais un nombre d'enfants nombreux, voilà, qui renvoie à un tas de choses. Mais ça, c'est une spécificité guyanaise. C'est désiré, oui. En tout cas, il y a un climat favorable à la fécondité et certainement aucune stigmatisation à en avoir beaucoup. Ce qui est alors, très important, vous voyez bien que là, dans ce que Didier vient de dire, ce sont des caractéristiques, des indicateurs qui vont servir à appuyer éventuellement l'adaptation d'une politique de la famille. Si maintenant je me transporte à un petit truc d'avion en Martinique, je suis dans le phénomène inverse. Et immédiatement, vous voyez que là, les mêmes acteurs sociaux, les mêmes acteurs institutionnels qui doivent décliner dans les départements d'outre-mer la politique familiale, doivent avoir ce type d'informations que Didier vient de décrire, de manière à pouvoir adapter en fonction des réalités la situation particulière et les modalités particulières de la politique de la famille et de la parentalité. Puis un mot quand même sur la situation des femmes en termes de limitation qui s'améliore selon votre enquête. Est-ce que par là, il faut voir une amélioration de la prise en charge en matière de santé notamment ? De prise en charge, je ne sais pas. Un des résultats de l'enquête, c'est que l'incapacité chez les femmes
la situation s'améliore. Il y a moins de femmes de 50 ans et plus, 79 ans, qui se déclarent en situation d'incapacité, alors que chez les hommes, la situation se détériore un petit peu. Donc il y a un mouvement inverse. Donc ça, c'est la première information. Et puis ça, c'est l'incapacité. Donc c'est quelque chose qui est vraiment gênant pour sa vie quotidienne. Mais on a posé aussi des questions sur des gènes ou des restrictions. Et là, quand on regarde la restriction liée à la marche, liée à la lecture, la restriction qu'on rend à la mémoire, par exemple, là, on voit que chez les femmes, les gènes sont plus importantes que chez les hommes. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en Guyane, pour les 50-79 ans, les femmes sont moins en incapacité que les hommes, mais plus souvent dans des situations de vulnérabilité, je veux dire. Sur le marché de l'emploi, notamment? Ah non, là on parle des 50-79, donc on s'intéresse à la santé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Mais quand vous souffrez d'une incapacité, évidemment, pour avoir un emploi, c'est compliqué. Entre l'enquête de 2009-2010 et celle de maintenant, qu'avez-vous relevé comme changement significatif en termes de mutations socio-démographiques chez nous globalement, en plus de ce que l'on a évoqué depuis le début de notre entretien, là vraiment de significatif entre les deux enquêtes? Je ne vois pas de choses qui soient aussi révélatrice que comme nous l'avions vu il y a 10 ans, si vous voulez. On avait tellement ciblé des choses dont on n'avait pas connaissance. Donc cette enquête-là a amplifié? Ce qui est important, c'est qu'elle confirme deux choses. C'est qu'elle confirme sa pertinence, parce qu'elle confirme que ce qui a été fait il y a 10 ans reste valable encore aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé d'indiquer tout à l'heure quand nous avons commencé notre entretien, sur son caractère prospectif. Ça veut dire, je vais prendre un exemple très concret. Tous les enjeux du vieillissement, je vais quitter la Guyane 2 minutes, permettez-moi, tous les enjeux du vieillissement qui font le débat à non plus finir en Martinique et en Guadeloupe, on les avait posés en 2010. Ce qui signifie que si on avait pris en compte ces éléments-là pour commencer à mettre en place des politiques publiques d'accompagnement de cette situation, on ne serait pas aussi démunis 10 ans après que l'on est aujourd'hui. Je reviens donc sur la Guyane. Ce que l'enquête montre et ce que Didier vient de dire sur la natalité, sur les conditions de vie des femmes, sur la situation des enfants, ce que complète les données qu'on a de l'éducation nationale, ce que complète sur les modalités de la scolarisation qui ne sont pas chez nous, etc., donne un panorama général de la situation des familles et des enfants qui viennent et des besoins très concrets qui sont les leurs. Quels besoins? Que la mère, en particulier si elle est monoparentale et un emploi, que les enfants soient scolarisés et que l'école remplisse sa fonction. Voilà ce qui, d'une certaine manière, est le plus important pour la cohésion future de la société guyanaise que sa composition. Moi, je vais vous donner, ça va dans le sens exactement de Claude. Moi, s'il y avait deux ou trois résultats, on en a parlé, c'est la recomposition de cette population qui est en marche. C'est-à-dire c'est vraiment des migrations d'installation. On le disait aussi déjà il y a 10 ans. Et puis sur cette question de peuplement. Et cette question de la fécondité, du rapport à l'enfant, quand même montre que normalement on appelle ça des transitions démographiques. On est à 3,5, puis on va atterrir à 2, 2,5, c'est un grand mouvement dans toutes les sociétés. Mais là, il y a une espèce de résistance. Il y a cette fécondité qui reste assez élevée et un désir d'enfants, c'est-à-dire 50% des femmes qui avaient 3 enfants et plus, par exemple, qui ont 3 enfants et plus, nous disent être pour ou ne pas encore vraiment savoir avoir un enfant de plus. Donc, ça veut dire, et ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Donc ça, pour moi aussi, c'est un résultat intéressant. Puis on n'a pas parlé du créole, on n'a pas parlé des pratiques linguistiques, des pratiques religieuses qui sont aussi dans l'enquête, mais qui viendront dans les temps qui viennent. Ce ne sont que des premiers résultats. Oui, il y a une aspiration à parler davantage le créole? Alors, c'est une boîte de Pandore, comme dirait l'autre. Il y a une aspiration à parler davantage de créole, d'autant en même temps qu'on le parle moins. Voilà, ça c'est la première chose. Mais deuxième chose extrêmement importante, cette question du créole, elle est devenue d'actualité, y compris d'actualité politique, avec l'entrée du créole à l'école. D'accord? On la retrouve très fortement revendiquée aux Antilles, très fortement revendiquée à la Réunion, et on la trouve revendiquée en Guyane. On dit, tiens, c'est bien, mais l'école aux Antilles, dans les DOM, doit mettre le créole à la place. Sauf que la créolisation et les modalités des créoles de Guyane, ce n'est pas le créole de la Martinique et de la Guadeloupe. Ce qui signifie que pour la Guyane, il y a une pensée particulière, une analyse particulière, des méthodologies particulières à mettre en place pour se dire, mais si je suis avec les Aloukou, comment je vais faire par rapport à si je suis avec des Haïtiens? Je ne parle pas le même créole. Donc il y a là une spécificité guyanaise sur la question du créole en soi. Et sur deuxième point, si on parle de mettre le créole à l'école
qui va enseigner le créole, lequel des créoles et comment. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut réfléchir aux modalités concrètes de la mise en place d'une politique publique qui s'adapte aux réalités du terrain. C'est notre objectif. Merci beaucoup, Monsieur Didier Breton. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg et chercheur associé à l'INED. Et Monsieur Claude Valentin-Marie, vous êtes conseiller pour l'Outre-mer auprès de la direction de l'INED. Merci d'avoir été nos invités dans Focus. Merci. C'est nous qui vous remercions. Écoutez, merci et puis à la prochaine fois, dans 10 ans.